Bonjour, aujourd'hui c'est le dimanche 10 juillet 2022. Je range mon bureau numéro 89 avec une très grosse pile. Vous ne pouvez pas entièrement la voir. Et j'ai tellement de choses en train actuellement et tellement de bazar aussi pour mon travail et pas que des livres, des comptes rendus en souffrance, des trucs comme ça que je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer la pile théorique. Vous voyez qu'elle est un peu importante. Donc je ne sais pas trop si on va réussir à parler de tout. Mais je me suis dit que pour essayer d'apurer un peu la situation, je pourrais un petit peu évacuer, c'est-à-dire parler très vite de certains livres. C'est comme ça, mieux vaut ça que de laisser traîner, de jamais en parler. Alors sur la pile de livres à ranger, c'est toujours le principe de ces vidéos, on va bientôt en avoir fait une centaine, donc je pense que c'est relativement clair maintenant, il y a des livres que j'ai prêtés, dont j'avais déjà parlé, que j'ai prêtés à un ami qui me les a rendus, Mars Violet d'Ohana Lohan, c'est aux éditions du Chemin de Fer, et Le Nord du Monde de Nathalie Yot, c'est aux éditions La Contre-Allée. J'avais parlé de ces livres, j'en avais parlé suffisamment bien pour donner envie à des amis de me les emprunter. Donc c'est juste un petit rappel comme ça. Dans la série des rappels d'ailleurs aussi, la semaine dernière, ou je ne sais plus quand, non, on est dimanche, c'était lundi, donc en fait c'était cette semaine, en début de semaine, j'ai fait un live Twitch pour faire une sorte de compte rendu, un peu foutraque, un peu dans tous les sens, malheureusement, de la semaine que j'avais passée aux rencontres des études africaines en France, les REAF, les 7e REAF qui avaient lieu à Toulouse la semaine dernière, et au cours de ce live Twitch, j'ai parlé aussi de livres que j'ai achetés là-bas, que j'ai lus déjà, et notamment ces deux livres, que je recommande fortement. Alors tout d'abord, L'arnaque à la nigériane de Naïma Hanafi, c'est un livre d'histoire et de sociologie aux éditions Anacarsis, c'est paru en 2020, et c'est un livre dans lequel elle s'intéresse à toute une communauté d'arnaqueurs ivoiriens. Donc elle s'est vraiment intéressée à la Côte d'Ivoire, au lien entre la Côte d'Ivoire et la France, Côte d'Ivoire et l'Europe, avec ces arnaqueurs particuliers, les brouteurs, comme ils s'appellent eux-mêmes, qui évidemment escroquent des gens, principalement des Européens, à partir évidemment de fausses promesses. C'est ces fameuses histoires de crédits anticipés qu'on connaît tous, dans lesquels on pense que personne ne se fait avoir, mais si, il y a encore des gens qui se font avoir. Et donc elle s'est intéressée à cette communauté, et plutôt que de s'intéresser justement aux victimes, elle s'est intéressée en fait à tout le côté évidemment aussi postcolonial, à toute cette dimension postcoloniale historique. Et le sous-titre d'ailleurs c'est Spam, rapports postcoloniaux et banditisme social. C'est dans la collection Les Ethnographiques aux éditions Anacarsis. C'est vraiment un essai très intéressant, tout à fait bien écrit, sur une question qui est souvent traitée de manière journalistique, dont on parle souvent, dont quelques films commencent à s'emparer, mais principalement, généralement, en tout cas centralement, du point de vue en fait des victimes. Donc là, il y a une tentative aussi de décentrement dans le regard historique qui est vraiment intéressante. Donc ça, c'est L'arnaque à la nigériane de Naïma Hanafi. J'ai eu l'occasion aussi du coup de l'écouter parce qu'elle a présenté son livre à la librairie Études sur le campus du Mirail à Toulouse. Et c'était un échange vraiment très intéressant. Elle l'a présenté, puis c'était une séance double avec aussi Catherine Kokry-Vidrovitch. C'était vraiment très chouette. Autre livre lu tout récemment, cette toute nouvelle traduction d'un poème récent, 2019, de Wole Soyinka, A Humanist Ode for Chibok Leah, traduit de l'anglais du prix Nobel de littérature 1986 par Christiane Fiupu, très bien traduit, et ça a été l'occasion aussi, dans le cadre du congrès, en marge du congrès, il y avait des événements culturels, et le mercredi soir, donc de la semaine dernière, il y a eu une mise en voix, un spectacle lecture, avec accompagnements musicaux aussi, donc lecture intégrale en fait des 5 chants de ce poème. Il y a une très belle introduction de Christiane Fiupu, c'est chez Présence Africaine, ça coûte 10 € seulement, c'est un très beau poème, c'est un poème très dur, en un sens assez violent. Il s'agit en fait des enlèvements d'adolescentes et de jeunes filles, principalement par Boko Haram. Donc il s'agit d'un poème qui dénonce en fait l'islamisme, qui dénonce le dévoiement des principes religieux par des groupes et des groupuscules extrémistes, avec un chant central, le chant 3, qui revient en fait sur la légitimation de l'esclavage par un certain nombre d'instances chrétiennes. Et donc ça veut dire que le christianisme en prend aussi un peu pour son grade, ou en tout cas les justifications par des églises et par des missions chrétiennes de l'esclavage, puis de la colonisation. Donc il y a tout
tout ce côté qui est présent ici. Donc ça, c'est mon exemplaire. J'en ai plusieurs sur mon bureau parce que j'ai un exemplaire qui est le mien, dédicacé par Christiane Fiupou, la traductrice. Un exemplaire qui est pour un de mes collègues à qui je ne l'ai toujours pas envoyé. Et puis j'ai un troisième exemplaire que je ne sais pas, dont j'avais dit que je le mettrais au tirage au sort, mais ça n'a pas tellement pris en fait sur la vidéo précédente. Bon, j'ai pas encore choisi. Je vais vous lire le début du chant 4. What greater blasphemy than cite the scriptures in defense of lust, but pause that gross recourse for now. What graver affront to the universe of thought than ordain a doom of death for mind trespass, the mind being borderless. In vain we seek this wrong called blasphemy in primal utterance. Names do not attach to nothing. This lacks organic core, lacked even a universe of thought, till alien deities east and west enslaved the people's mind and spirit, dared decree its killing sway. Hubris runs riot, apostates rule the realm of creeds of life, commenced in deed of birth, flesh and mind in partnership of being. All doctrine else is apostasy, but now behold reason libeled treason, liturgy rules content, rapture masks rapture. Je m'arrête là, j'interromps de manière un peu artificielle. C'est à la page 54, traduction page 55, je vous donne à entendre la très belle traduction de Christiane Fiupou. Quel plus grand blasphème que de citer les Écritures en faveur de la luxure. Mais suspendons ce recours grossier pour l'instant. Quel plus grave outrage à l'univers de la pensée que d'ordonner une mise à mort pour outrepassement de l'esprit, l'esprit étant sans frontières. En vain nous recherchons cette faute appelée blasphème dans son énonciation première. Les noms ne s'attachent pas à rien. Il lui manque un noyau organique, il lui manquait même un univers de pensée, jusqu'au jour où des dieux étrangers d'Orient et d'Occident assujettirent à la pensée et l'esprit d'un peuple, osèrent lui décréter une autorité meurtrière. L'hubris se débride. Les apostats règnent sur le domaine des croyances de la vie, commencées avec l'acte de naître, chair et esprit, en partenariat d'être. Toute autre doctrine est apostasie. Mais voyez à présent la raison calomniée comme trahison. La liturgie régit le contenu. Le ravissement masque la rupture. Petit extrait, début du chant 4, de ce très beau poème épique, humaniste, de dénonciation des exactions religieuses dans le monde moderne, et en particulier au Nigeria, dans le contexte des enlèvements par Boko Haram, mais avec une sorte d'élargissement du regard aussi, une très très belle langue. Wole Soyinka, c'est un très grand écrivain. Il a sorti récemment un roman que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs, donc il y a un nouveau roman de Wole Soyinka, et je ne l'ai pas lu. Alors par parenthèse aussi, je vous ai dit que j'avais vu un spectacle qui était une très très belle lecture, mise en voix, mise en musique, de ce poème. Le spectacle est avec le comédien s'appelle Éric Larraine, et je pense que si vous avez l'occasion de faire venir ce spectacle-là, ou si jamais il tourne un peu, je ne sais pas, c'est pas encore tellement prévu, mais ça serait très très bien que ce spectacle, cette lecture mise en voix de ce poème tourne un peu. Et si ça tourne en France, eh bien je vous encourage vraiment à aller le voir. On poursuit un livre que je n'ai pas lu, La bouée de Natasha Andria Mirado. J'essaie de ne pas faire d'erreur avec des noms malgaches. C'est aux éditions Kidam. Je ne l'ai pas lu parce que c'était un cadeau fait à mon épouse qui l'a lu, qui a trouvé que c'était inégal, que ça s'améliorait vers la fin, et qui m'a notamment recommandé la nouvelle Chin Chin Glou Glou, que je n'ai pas lu, mais dont je vais vous lire un extrait. J'écris. À la 4e bouteille, il est tard, le père ne cesse de froncer les sourcils, sa bouche, comme déformée, jette des mots qui collent, inaudibles, hoquette parfois, ce qui fait rire le collègue. La tête paternelle tombe, se redresse, puis retombe, l'œil hagard. L'adolescente connaît cette bascule qui le chavire dans l'autre monde, cette impossible retenue. Pourquoi son père accepte-t-il ce qui le pousse un peu plus vers la mort? La honte se substitue alors à la colère, cette honte empreinte de culpabilité qui la saisit, honte de ne pouvoir l'aider, honte d'être sa fille, honte d'avoir honte. J'écris. Elle ne sait quoi répondre aux soupirs avinés de son père qui, du fond de sa cuve, sait qu'une douleur de plus se joue à ses dépens. Les mains paternelles se cramponnent au verre comme pour mieux le retenir, sa bouche semble se lasser des liquides qu'il a ingurgités.
Des gouttes de vin perlent sur son menton, il bave, sa chemise se tache, il fronce les sourcils. L'adolescente se redresse, ça y est, la limite est dépassée, elle le sait. Sous peu, son père va s'affaisser, sa tête piquée de l'avant, il ne distinguera plus rien, et vont venir les jurons. Réagir vite, faire en sorte qu'il ne sombre pas plus. Réagir, mais comment ? Le bras du collègue bourreau est tellement puissant, il ne tremble jamais lorsqu'il sert à boire, si déterminé, si sûr de lui, parfaitement sobre, faisant semblant de trinquer, mais occupé en réalité à humilier l'homme qui lui fait face. Ce sont ceux qui font boire qui restent haïssables, c'est le collègue qui doit tomber, c'est lui qui doit payer, c'est une évidence. Cette colère la rassure, elle la sauve, lui donne de la force. Cette colère va lui permettre de se lever, de prendre son père sous les bras et de le soutenir, de lui éviter la chute. J'écris. Donc La bouée de Natacha Andriamirad, Kidam éditeur 2022. Livre prêté par le même ami qui m'a rendu, à qui j'avais prêté les livres dont j'ai parlé au début. Noémie Lefebvre, L'enfance politique, et je me demande si c'est pas, en fait, parce que c'est par mes vidéos qu'il avait découvert Noémie Lefebvre, par la poétique de l'emploi, je ne sais jamais si c'est ça. Oui, poétique de l'emploi, ça s'appelle, j'ai un trou en le disant. Et donc, il m'a prêté L'enfance politique, qui moi, je suis vraiment resté à côté de ce texte. Je ne sais pas très bien pourquoi d'ailleurs, mais ça m'a, ouais, je ne sais pas pourquoi, ça ne m'a pas réellement parlé. J'ai trouvé que les éléments, enfin, ce qui m'avait beaucoup plu dans l'écriture de Noémie Lefebvre dans Politique de l'emploi, qui est un texte plus récent, celui-là il est de 2015, ici je trouvais que ça tournait un petit peu au tic, les éléments d'oralisation, enfin il y a plein de choses comme ça, qui m'ont semblé un peu, les éléments de marginalité aussi, m'ont paru un petit peu de relever du procédé. Bon, je vais vous lire le début, peut-être, ouais, le début du chapitre 9. C'était au bord du blé. Des coquelicots faisaient des taches de sang, comme un champ d'honneur qui pousse au-dessus des batailles. Je roulais, libre ou seul, je sentais la tension s'endormir en sursaut, une décontraction si nouvelle que je riais, je crois. Les montagnes enfoncées, les pentes éboulées, la fin des arbres, et voilà les cultures jusqu'à l'horizontale. Je fumais par la fenêtre, j'entendais tous les bruits, les oiseaux endormis dans les roseaux mouillés, les grenouilles en plein vol, plus loin le canal et son brouillard, et la lune allumée sous le feu, la clarté. Sous effet de l'endorphine que je m'envoyais à haute dose, l'extatique réalité, délire de trop de vie, me réjouissait autant que l'insignifiance de mon destin déviait des trajectoires. Je conduisais d'une main, je continuerais peut-être jusqu'à voir les falaises et les grandes marais. Je m'en foutais de tout, je vivrais dans la bagnole, ça irait dans cette bagnole, rouler dans le grand décor, la main contre le vent. Je faisais les chœurs de Bruce Springsteen, Spirit in the Night, chanter all night, chanter all night en chœur dans la nuit. Je roulais longtemps sans aller quelque part. C'est le début seulement du chapitre 9. C'est un texte qui parle en fait de la difficulté à s'insérer en fait dans la vie normale. Ça interroge toute la question de la normalité, la question je suppose on pourrait dire de la neurodivergence aussi, mais qui a un impact social en fait aussi. Mais je suis resté vraiment à côté de ce texte. Bon, ça arrive. Je ne le mets pas sur la pile avec les autres parce qu'il faut que je le mets pour pouvoir faire le sommaire à la fin, mais bien sûr je dois le rendre puisqu'il n'est pas à moi. Tiens, il y a un autre livre que je vais rendre ce soir, si je n'oublie pas, à sa propriétaire qui me l'a prêté, parce que c'est pareil, il n'est pas à moi. C'est Little Women de Louisa Alcott. Alors, c'est un texte dont j'ai connaissance depuis très longtemps, puisque quand j'étais tout petit, je sais pas, vers 6-7 ans, je sais pas, ma sœur aînée adorait les 4 filles du docteur March, comme ça s'appelait en bibliothèque verte. Et évidemment, à l'époque, moi j'avais vu ça comme... des lectures de filles, ou je sais pas trop, enfin j'étais pas du tout attiré par ce texte-là. La manière dont ma sœur en parlait me donnait pas du tout envie de le lire, puis bon, il y a plein de livres que ma sœur aimait bien, que j'avais essayé de lire et que j'aimais pas. Donc voilà, pendant très 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 longtemps, c'est resté un peu, pour moi, de la littérature, déjà de la littérature jeunesse, hein. Donc j'y suis pas revenu plus tard, j'ai pas eu besoin d'y revenir plus tard. Et puis c'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant que je vois passer en fait des références à ce texte-là comme un texte important en fait aussi par rapport à un certain nombre de choses liées, on va dire, à l'éducation des filles, à l'identité féminine aussi, dans un contexte conservateur, dans un
contexte de la deuxième moitié du 19e siècle américain. Ça aussi, c'était quelque chose de très nébuleux pour moi, parce que pendant très longtemps, j'ai cru que c'était un livre britannique, enfin un texte anglais qui se passait en Angleterre et écrit par une Anglaise, alors que c'est un texte américain, et très profondément américain d'ailleurs. Je vais peut-être y revenir si je n'oublie pas. Et une des raisons pour lesquelles j'ai fini par me dire qu'il fallait que j'aille regarder ça de près, c'est que depuis maintenant 2 ou 3 ans, je demande comme travail au second semestre du cours de traductologie de 3e année, je demande, c'est l'évaluation obligatoire, aux étudiantes et aux étudiants de choisir le texte ou les textes sur lesquels ils vont faire porter ou elles vont faire porter leur étude. Et donc le devoir doit s'ancrer, doit reposer sur un corpus choisi de manière individuelle et libre par l'étudiante ou l'étudiant. Et donc ça fait 2-3 ans qu'on fait ça, et c'est un peu l'occasion d'avoir des découvertes. Alors, pour quand il y a des hésitations, quand il y a un manque d'inspiration, etc., bien sûr, moi j'aide, je fournis je l'ai encore fait cette année, je propose des dossiers un petit peu tout faits. Bon, c'est en dépannage, mais l'immense majorité quand même joue le jeu, s'approprie l'exercice, sachant que je laisse tout à fait libre le choix d'aller chercher des séries télé avec leurs sous-titres, des films, des chansons, des comics, enfin on peut aller chercher dans des genres assez diversifiés, ainsi que des discours politiques. On n'est pas obligé non plus de se limiter à des œuvres de création ou d'imaginaire, bon, peu importe. Et donc dans ce cadre-là, ça fait déjà plusieurs fois que des étudiantes, à chaque fois c'est des filles, donc il y a quand même un côté genré, je crois, par rapport à ce texte, malgré tout, choisissent Louisa Alcott pour la simple et bonne raison aussi qu'il y a plusieurs traductions, il y en a 4 ou 5, il y a 4 ou 5 traductions françaises différentes, depuis alors il y en a une qui est assez ancienne, je pense, qui doit avoir un siècle ou quelque chose comme ça, qui est peut-être celle qui a été republiée ensuite. Il y a des versions expurgées, il y a au moins une traduction qui est quasiment une réécriture, parce qu'il y a plein de passages qui ont été enlevés, il y a des noms qui ont été changés. Donc ça, c'est voilà. Donc j'ai pas regardé ça dans le détail, mais à travers les travaux des 2 ou 3 étudiantes au cours des 2 dernières années qui ont travaillé dessus, j'ai eu l'occasion de constater d'abord qu'il y avait un vrai intérêt traductologique et d'histoire des idées pour ce texte-là, et puis j'ai aussi eu l'occasion de voir que c'était pas mal écrit du tout en fait. Donc ça m'a donné un peu la curiosité, et donc eh bien une amie m'a prêté ce livre, qui est un livre qu'elle aime beaucoup, et en fait c'est un livre effectivement extrêmement riche. Alors j'ai été très fortement séduit au début par les premiers chapitres. J'ai trouvé après que ça tirait un peu à la ligne, et que bon voilà, que Louisa Alcott, elle avait continué son histoire, voilà, elle allait là où elle était censée aller, il y a un plan, elle suit un peu ce plan, et que finalement, tiens, je vais faire un mauvais jeu de mots, c'est un peu plan-plan finalement. Mais oui, je sais, plus personne dit ça, mais c'est pas grave, ça m'est venu comme ça. Donc il me semble que vraiment le début est très très fort. Enfin, les quelques premiers chapitres sont très très forts en termes justement d'identité, de genre. Enfin, il y a tout. Il y a évidemment le personnage principal, Joe, qui est un garçon manqué, comme effectivement il ne faut plus du tout dire, et comme on a bien raison de dire qu'il ne faut plus dire, mais qui a en fait des goûts et des définitions qui relèvent en fait de ce qu'était ou ce qu'était censé être une bonne jeune fille, et qui en même temps a des goûts extrêmement masculins, ou des attirances ou des appétences extrêmement masculines par plein d'autres côtés, à commencer par toute la confusion générique du prénom, des désignateurs, etc. Donc il y a tout ce côté-là. Et donc les 4 sœurs dessine à L4 un certain nombre de visages assez complexes en fait de la féminité, on va dire petite bourgeoise américaine de l'époque. Et à ce titre-là, c'est très intéressant, et c'est vraiment assez bien écrit, assez fin en fait dans l'écriture. Il y a de nombreux autres aspects. Ceux dont je parlais tout à l'heure, c'était que j'avais été longtemps persuadé que c'était un texte anglais, je ne savais pas du tout d'où ça venait, je devais, je pense, associer ça à Enid Blyton, enfin un certain nombre comme ça d'autres textes de littérature jeunesse, voilà. Mais en fait c'est américain, et c'est extrêmement américain, et ça aussi c'est très intéressant. Moi je ne suis pas américaniste, mais il y a tout évidemment le côté guerre civile qui est très présent, puisque le roman se passe pendant que le père est absent. Le père est absent parce qu'il s'est porté volontaire pour aller à la guerre, pour défendre l'Union contre les confédérés. Et vers le milieu du roman, en fait, il a été blessé,
il est je ne sais plus où d'ailleurs, enfin il est dans un hôpital militaire, et la mère va en fait voir son mari, va passer plusieurs semaines ou plusieurs mois au chevet de son mari, et les filles restent seules. Alors elles ne restent pas tout à fait seules parce qu'il y a les voisins, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour dire qu'en fait là, ce roman est fortement structuré et tourne entièrement autour en fait de ce que la guerre civile a fait aux familles. Et ça aussi c'est extrêmement intéressant parce qu'on a vraiment un roman de la guerre civile qui ne parle jamais de la guerre. Voilà, cet aspect-là est également très intéressant. Alors comme j'en ai déjà parlé assez longtemps, je ne vais pas lire d'extrait. Bon, ça se trouve assez facilement. Le livre il est en lecture gratuite sur Gutenberg, sur Wikisource, etc., sur les différents sites habituels, puisque c'est un texte qui est libre de droit. Et un nombre non négligeable des traductions aussi peut se trouver, au moins par morceaux, évidemment sur Google Books, mais pas seulement. Donc voilà, si vous avez envie de prolonger un petit peu, vraiment, allez lire ce texte. Voilà, moi j'avais des réticences, des préjugés, qui n'avait en fait aucune raison d'être. C'est vraiment un texte très intéressant. Moi, j'étais très content que cet ami puisse me le prêter, parce qu'à un moment donné, moi, les trucs sur Gutenberg, etc., c'est bien pour lire des extraits, c'est bien pour lire des poèmes, des nouvelles, mais à moins ensuite de se le télécharger sur une liseuse, mais c'est pareil, je lis assez rarement sur liseuse quand même, c'est plutôt en vacances ou voilà, quand on veut réduire la taille des bagages. Mais c'est vrai que je me rends compte que je reste beaucoup, inféodé, collé au support livre, qui me permet de beaucoup plus mémoriser en fait, et de travailler sur les livres. J'ai du mal vraiment à travailler et à mémoriser avec les e-books. Bon, c'est encore une autre affaire. Donc voilà, donc Little Women de Louisa M. Alcott. Je ne lis pas d'extrait, ça se trouve partout, mais voilà, n'ayez pas de préjugés, soyez pas comme moi. Tiens, un livre que j'ai acheté à la librairie, alors je ne sais jamais si c'est la librairie du Québec ou la librairie canadienne. Tiens, mais il y a un marque-page dedans, merci pour l'anti-sèche. Un livre que j'ai acheté à la librairie du Québec en avril dernier. Allez à la librairie du Québec, rue Gay-Lussac à Paris, dans le 5e. La cartographie de l'amour décolonial, et c'est un texte traduit de l'anglais, c'est pas très souvent que j'achète, parfois j'en reçois, mais c'est assez rare que j'achète des livres, pour moi, traduits de l'anglais. C'est une traduction de Natacha Canapé-Fontaine et d'Ariane Desrochers, c'est chez Mémoire d'Encrier, et c'est Liane Betasso-Mosake Simpson, je ne garantis pas l'exactitude de ma prononciation, et c'est un livre vraiment très important, cartographie de l'amour décolonial, ce sont des poèmes, dans une veine qui est assez proche, en fait, moi je trouve ce à quoi ça m'a fait penser, un petit peu, on va dire, c'est la poésie, par exemple, les textes plus créatifs de Bell Hooks, par exemple, et aussi un petit peu de John Didion, qui est disparu récemment d'ailleurs. Alors ensuite, il faudrait que j'aille voir les textes anglais, les textes originaux, mais c'est vraiment très chouette. Alors c'est sorti en anglais en 2013, Islands of Decolonial Love. Donc le titre anglais, c'est Les îles de l'amour décolonial. Donc là, c'est traduit par Cartographie de l'amour décolonial. Et la traduction française est parue en 2018. Et donc voilà. Donc il faudrait aller voir un peu l'original anglais, aller regarder un petit peu ça. Mais c'est un recueil très intéressant parce que c'est cette poésie qui est une poésie qui est en même temps une poésie. Le titre le marque, c'est une poésie qui est à la fois confessionnelle, qui tourne énormément autour d'identités subjectives très fortes, mais qui a une forte teneur politique, un fort contenu politique et idéologique. Est-ce que je peux... est-ce que ça... Donc c'est la traduction de Natacha Canapé-Fontaine et Ariane Desrochers. Je suis au beau milieu de la route de terre, devant la barrière du parc avec tout le monde. On attend que quelqu'un de la réserve apporte la clé. Une vieille femme arrive dans son camion et elle fouille sur la banquette arrière parce qu'elle garde toutes sortes de choses en arrière. Et elle débarque avec ses bottes de caoutchouc. Elle s'en va direct à la chaîne avec ses coupes-boulons. Elle coupe la chaîne en deux et la jette sur le côté. Ensuite, elle ne dit même pas un mot. Elle retourne tout simplement dans son camion et remet les coupes-boulons en arrière et s'en retourne sur la réserve. Ah bye bye Kaïdje. Il déverrouille. Les profs dans les départements d'études autochtones restent silencieux, parce que même si on prend plaisir à écrire des articles sur ce genre de trucs, et même si on prend plaisir à discuter de ce genre de trucs dans des conférences à l'hôtel, où on se plaint qu'il n'y a pas de café corsé équitable, on ne prend pas plaisir à se trouver au beau milieu des événements lorsqu'ils se déroulent.
Est-ce qu'il y a encore beaucoup de journalistes là-bas? Non, il n'y a plus personne, juste un maudit gros Chris d'Indien. La nuit après qu'ils ont abattu Dudley George, tu es venu me voir et tu m'as fait monter et tu m'as conduite jusqu'à l'océan. Ça tourne la caméra, hein? Ouais. Tu étais furieux, tu savais que je saurais pourquoi, tu savais que je te laisserais être furieux, et tu savais que je saurais que ce n'était pas exactement du furieux de toute façon. C'était pour dissimuler le découragé et le triste. Notre plan, c'était d'amener 5 ou 6 caisses de la batte 50 pour les attirer, ouais. Je pense qu'on a baisé, ou peut-être que je devrais dire faire l'amour, mais peut-être pas, parce qu'on n'a pas vraiment fait l'amour. C'était plus comme faire la tristesse, mais ce n'était pas mauvais et ce n'était pas mal, on n'était pas désespérés, je pense que c'était une délivrance. Et on voulait mettre un grand filet dans une fosse. Pas pire, très créatif. Ça marche dans le sud des États-Unis avec le melon d'eau. Tu as pleuré dans mes bras. Quand tu as fini de pleurer, tu m'as offert une 50 et je t'ai conté que les gars de la réserve, ils disent 50 au lieu de 50 parce qu'il n'y a pas de F en Ojibwe. Traduction française d'un recueil Islands, d'un extrait d'un poème de Islands of, c'est le poème qui s'appelle Pepti d'ailleurs, Islands of Decolonial Love, cartographie de l'amour décolonial de Leanne Betasamosake Simpson. Difficile à dire sans fourcher. On continue, tiens, avec les livres achetés à la librairie du Québec. Oh, j'ai encore un marque-page de la librairie du Québec dedans. Bien sûr, je vais le sortir pour m'en resservir. J'ai quoi aussi? J'ai un ticket de l'exposition Héroïne romantique au musée de la vie romantique qu'on avait vu. C'était le 13 avril, voilà, vous saurez tout. Et donc le ticket d'achat de la librairie du Québec, c'était le 13 avril. Voilà, vous saurez tout. Et un recueil de poèmes d'une poète québécoise aussi, Marie Huguet, morte à l'âge de 26 ans, hein, qui a publié 3 recueils de poèmes et un journal aussi que je n'ai pas lu. Et donc c'était l'occasion, c'était vraiment un nom, c'était juste un nom, je n'avais jamais vraiment lu rien d'elle. Et donc là, c'est l'ensemble de ces 3 recueils rassemblés en un seul volume. Je ne sais plus combien ça coûte, mais c'est vraiment pas cher, hein, je crois, je ne vais pas dire de bêtises. Ouais, 16 euros, c'est ça. Non, 11,50 €, pardon, 11,50 €. Et donc les 3 recueils de Marie Huguet sont repris, c'est aux éditions Boréal, ça a été publié en 2005, voilà, de même que le journal qui a été aussi publié par Boréal en 2005. Et donc c'était l'occasion de découvrir cette très belle poète, hein. C'est vraiment, j'ai beaucoup aimé, et je vais donc vous lire un extrait d'un de ses poèmes. Précipice de la nuit, les heures se détachent. Je suis au fond de l'eau dans des cavernes immuables, sous d'étranges tranchées d'aveuglement et de surdité. Je suis à vif avec parfois des tentations de larmes, des tentations de lassitude extrême. Que tu me couches en toi, que je m'endorme à tes épaules, sous tes regards abrupts, que je sommeille dans ta gorge où l'obscurité s'attelle et clame. Mon corps se défait avant de te rejoindre, avant de te connaître seulement. Mon corps se défait. Tu ne vois pas ces fardeaux, ces algues subtiles entortillées à mes poignets, cette torpeur lunaire distillée à la pointe de mes cils, ce sommeil d'étranglé. Les villes se referment sur elles, les hommes boivent des cafés amers, les femmes se coiffent avec des précautions magiques. Puis tout ce vaste entassement de langueur, ces plaies ouvertes, dans les continents intimes, tous ces mots ternis qui s'en vont de mon amour, lentement tournoient autour de toi, passe sans descendre, passe. Tu es un précipice, une écorce vive et noire. Tu es triste avec parfois des gestes de repos qui s'éteignent avant d'atteindre ton front. Maintenant, je descends vers chaque plante, vers chaque blé, chaque rocher, vers chaque vague difficile ou saisissante, vers chaque pied enfoncé dans la terre, vers chaque membre tranché par la soif. Je marche vers chaque fatigue humaine, vers le pain, l'asphalte, l'éponge. Je marche vers chaque paume de l'azur, chaque feu intermittent et séculaire. Chaque matin, je marche vers un homme, avec un enchantement sans pareil. Tu es loin, passionnément loin dans des chambres restreintes, avec des blessures que tu portes à bout de bras. Je suis retiré sans asile. Des ailes étranges s'en vont pleurer en moi. C'est donc
Marie Huguet, recueil de l'ensemble de ses poèmes, paru en 2005 aux éditions Boréal, poète québécoise née en 1955, morte en 1981, très jeune, à 26 ans, emportée par un cancer. Voilà, c'était une très belle découverte. Sur ma pile, il y a ce livre que je n'ai pas fini de lire. C'est un livre assez insoutenable, en fait. C'est un livre d'histoire paru aux éditions de la Découverte. Je ne sais pas très bien quand. Ça doit bien y être. Donc, il représente cette jeune femme qui pose avec des crânes. C'est vraiment une photo de... Voilà, Mademoiselle Renée Bonnetin jouant avec les crânes de Sofa de Samori. Ça vient de la bibliothèque Marguerite Durand. Donc, ça fait partie des très nombreux documents photographiques absolument insoutenables dont parle Daniel Folliard dans ce livre paru en 2020, voilà, aux éditions La Découverte. Alors je ne l'ai pas terminé parce que j'avais plein d'autres choses à lire. Et en l'occurrence, c'est un livre absolument nécessaire, essentiel. J'ai fini en fait en le lisant un peu, alors pas en diagonale, mais en lisant certains sous-chapitres qui m'intéressaient plus. C'est un livre, son titre est relativement clair, hein, Combattre, punir, photographier. Empire coloniaux 1890-1914. Et je pense que le plus simple, parce que ça fait déjà maintenant 3 ou 4 mois que j'ai quitté ce livre, je n'en avais toujours pas parlé, parce que je ne savais pas comment en parler, parce que je parle rarement d'essais historiques. Et donc ça ne rentre pas totalement dans ce que j'ai l'habitude de faire. Le plus simple est quand même de vous lire la 4e de couverture et de vous encourager à aller regarder ce livre qui doit mettre définitivement, s'il en était besoin, mais avec de très nombreux autres livres, hein, c'est pas le seul, mais définitivement à plat la question des aspects positifs de la colonisation. Je veux dire, voilà, ce qui est raconté dans ce livre-là pourrait suffire à soi seul à démontrer que voilà, aucun aspect positif ne peut être discuté sans cette question-là, sans ces événements-là, et finalement ne tient, la notion même d'aspect positif ne tient pas face à ce que raconte ce livre, qui est un livre d'histoire, mais qui est aussi un livre d'histoire des idées et d'histoire de l'art, parce qu'en fait il s'agit de photographie, d'un point de vue ethnographique et historique, mais il y a une véritable analyse aussi des phénomènes photographiques. Je lis la 4e de couverture. À l'évocation des mots photojournalisme ou photographie de guerre, la mémoire convoque des icônes dont les plus anciennes remontent aux années 1920 et 1930. On imagine ainsi que les conflits d'avant la Grande Guerre n'ont été que peints, dessinés et gravés, figés dans un héroïsme un peu innocent avant que les violences du XXe siècle ne soient saisies sur pellicule dans leur réalisme cauchemardesque. Je fais une parenthèse pour dire que cette question, elle est vraiment très importante. Et moi, j'ai été sensibilisé à ça il y a déjà très longtemps par une série d'articles ou de livres qui parlaient notamment de l'utilisation de la photographie dans les guerres. Alors, d'une part, déjà en Tanzanie, qui est un des terrains sur lesquels je travaille, mais aussi dans les 2 guerres anglo-boers, comme on les appelle, les guerres entre les Britanniques et les Afrikaners. En Afrique du Sud, qui ont une très vaste documentation photographique. Donc cette idée, effectivement, qu'il n'y a pas de photos avant la Grande Guerre, est évidemment fausse, et c'est aussi un des points de départ du livre. Je poursuis la lecture, la 4e de couverture. Des albums privés des soldats coloniaux au fond des premières agences d'images, ce livre, véritable archéologie de la photographie de conflit, est une invitation et une éducation à lire l'image choc pour la désarmer plutôt que la subir. L'auteur se focalise sur les clichés de la violence physique et de la destruction armée, pris non pas comme de simples illustrations, mais comme les supports d'une relation sociale. Dans ce monde de la fin du XIXe siècle, les conflits se multiplient de façon inédite et les abus coloniaux ponctuent les conquêtes. En les capturant, l'appareil photographique, devenu portable et abordable, transforme profondément l'économie visuelle de la violence, et ce bien avant 1914. Au-delà d'une histoire des photographies des corps brutalisés et des violences armées, cet ouvrage, loin d'une pornographie du désastre, est aussi une proposition. Comment présenter des photographies montrant les atrocités indicibles pour les penser et en faire l'histoire ? Nouvelle parenthèse ici, le travail de Daniel Folliard, il se rapproche du travail que moi, je n'ai pas tout lu, loin de là, mais une partie des travaux que moi j'ai lus de Georges Didier Huberman, sur cette question aussi, évidemment, de tous les témoignages photographiques que l'on a de la Shoah.
L'observateur, y compris lorsque son regard plonge au cœur des ténèbres, pour retrouver dans les photographies les hommes et les femmes du passé et non des victimes passives et anonymes figées sur le papier. Et ça, vraiment, ça rejoint totalement une idée force de Georges Didi Huberman, notamment dans Images malgré tout. Je ne sais plus si quand j'ai lu ça, je faisais déjà des vidéos, mais bon, voilà, j'ai dû en parler déjà. Voilà, c'est Daniel Folliard, Combattre, punir, photographier, un essai vraiment essentiel sur cette question-là, sur l'utilisation, sur tous les témoignages photographiques, c'est même pas l'utilisation, c'est l'archive que l'on a des exactions et des méfaits coloniaux, archives souvent créées par les criminels eux-mêmes, hein, par les soldats, par les administrateurs coloniaux eux-mêmes. C'est la photo horrible, insoutenable qui est en couverture, en est un exemple. C'est vraiment une mise en scène aussi de l'atrocité, du massacre en fait, ou de l'après-massacre. On va continuer avec les essais. Là, c'est pareil, je ne vais pas en lire un extrait, mais c'est pour dire que ce livre est vraiment très important. Je vais sans doute beaucoup m'en servir au cours de l'année qui suit pour 2 projets différents. Un projet que j'ai autour, toujours, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs années, autour du Green Belt Movement et de Wangari Maathai. Et typiquement, ce livre apporte un certain nombre de clés ou d'éclairages annexes. Et puis c'est aussi un livre dont je vais certainement me servir au cours des années qui suivent, puisque je vais notamment, a priori, j'ai proposé en tout cas une communication pour le colloque de l'Association pour l'étude des littératures africaines qui doit se tenir à Dakar en novembre 2023, dans laquelle je compte parler de plusieurs textes justement sur l'angle de l'éco-critique et du décolonial, c'est-à-dire comment peut-on décoloniser la lecture par les Européens et les Européennes, par un lectorat européen, de fictions qui sont des fictions écologiques qui prennent un angle radicalement différent de l'environnementalisme européen. Donc c'est une question vraiment qui m'intéresse beaucoup aussi pour ces questions-là. Donc ce livre-là, il avait été offert par nous, je crois, enfin on l'avait offert à mon fils. Donc mon fils l'a lu, mon fils aîné l'a lu, mon épouse l'a lu, puis moi ça faisait un moment que je voulais le lire et je ne l'avais toujours pas lu. Donc je l'ai lu là, il y a 1 ou 2 mois. Et donc ça tourne principalement autour des parcs nationaux en Éthiopie, ce qui n'est d'ailleurs pas dit dans la 4e de couverture, ce qui est un peu surprenant, parce que 80% du livre et 80% des exemples, mon pourcentage est un peu au doigt mouillé, parlent en fait de l'exemple éthiopien, qui est très intéressant, mais c'est vrai que moi je suis un petit peu sur ma faim par rapport à cette question-là, parce que j'aurais été intéressé de lire plus d'exemples diversifiés, démontrant démontrant la validité de cette théorie et de cette démonstration sur un certain nombre d'autres parcs avec d'autres puissances néocoloniales, postcoloniales et d'autres gouvernements nationaux théoriquement indépendants. Donc c'est un peu ma réserve. Après, ce livre, il est vraiment fondamental. Je crois que l'auteur Guillaume Blanc, je n'ai même pas dit de quoi il s'agissait, mais vous avez pu le lire, c'est encore, là c'est chez Flammarion, l'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain. Grosso modo, la thèse de Guillaume Blanc et la démonstration qu'il fait, c'est qu'il y a eu au cours du XXe siècle et jusqu'au début du XXIe siècle, tout un discours extrêmement fort pour dire que les Africains étaient incapables de gérer, entre guillemets, la nature. C'est-à-dire qu'ils étaient incapables de protéger la nature sauvage. Donc il y avait d'une part cette idée que, alors que la nature sauvage en Europe était quasiment réduite à néant, le continent africain était un des derniers grands réservoirs de nature sauvage intouchée par l'homme, etc. Et puis, dans ce même temps, il y avait l'idée que seules des instances internationales, UNESCO, ONU, etc., mais en fait, véritablement gérées, noyautées, dominées par quelques pays européens et américains, par l'Occident, comme on dit souvent, seules ces instances internationales étaient à même de permettre la préservation de cette nature sauvage africaine. Et donc, le livre raconte la dépossession des terres, de terres appartenant à des pays africains théoriquement indépendants, le fait
la manière dont, en fait, par une sorte aussi de chantage politique, économique, etc., des organisations internationales ont poussé très fortement des gouvernements à expulser une partie des populations des parcs nationaux pour permettre la mise en place de parcs nationaux, de patrimoine mondial de l'UNESCO, etc., etc. Et donc le livre est très très dur en ce sens-là, il ne mâche pas ses mots, et donc c'est l'invention du colonialisme vert, c'est-à-dire, et donc l'idée en fait derrière, c'est que pour les décoloniser, eh bien, pour avoir une véritable décolonisation, il faut assumer de laisser en fait les nations africaines être entièrement maîtres de leur gestion des espaces. Et donc, un des points sur lesquels il revient, c'est toutes les espèces de mythes et de démonstrations pseudo-scientifiques sur le fait que l'agriculture traditionnelle africaine détruit forcément les espaces verts en ne permettant pas à la nature de se régénérer, etc. Donc il y a tous ces mythes qui sont aussi déconstruits dans le livre. L'idée étant évidemment que si au moment où la colonisation s'accélère, le continent était resté aussi sauvage, c'est bien quand même que l'agriculture, c'est bien que l'agriculture africaine était quand même à peu près capable de ne pas détruire les sols et de ne pas détruire les milieux et les biotopes. Donc voilà, donc le livre parle de tout ça et c'est vraiment très, très intéressant. Je le disais tout à l'heure, là, il y a énormément de post-it, mais c'est pas moi. Mais moi, on le sait, je corne les pages. Mais là, j'ai pas corné les pages parce que le livre n'est pas à moi, il est à mon fils. On va quand même pas bousiller les livres de ses enfants, quand même, ça se fait pas. Donc les post-it, c'est pas moi. Mais voilà, donc on est 3 à l'avoir lu et on a tous été très intéressés par le livre. Donc, je trouve que la démonstration pâtit un petit peu du fait que quasiment tous les exemples sont liés à l'Éthiopie. Mais bon, c'est vraiment une critique mineure, je pense. Donc là, j'ai le tas des livres dont je vous ai déjà parlé, qui commence à être assez haut. Mais j'ai encore plein de livres. C'est ça qui est terrible. Est-ce que je ferai des vidéos? Je ne sais pas. Il y a encore des essais, en fait. C'est assez étonnant. Là, j'ai quoi? Là, c'est un papier pris lors d'un colloque. Il y a cet essai-là. Le jazz à la lettre de Yannick Seité. Alors ça, c'est un livre que son auteur m'a très gentiment donné. Yannick Seité, c'est un collègue, depuis 3-4 ans, il a rejoint l'université de Tours, et après de très nombreuses années à Paris 7, et il dirige d'ailleurs maintenant la filière lettres à l'université, et donc on s'est mis à pas mal travailler ensemble, et donc on a beaucoup parlé musique et littérature, et puis jazz notamment. Et donc il m'a offert cet exemplaire de son essai « Le jazz à la lettre », qui date de 2010. Voilà, je vais vous lire le sommaire, c'est en 4 grandes parties. Le jazz comme modèle, phonographe / typographe, le vent mystérieux et lecture d'Ellington. Et enfin, il y a un chapitre 10 et conclusif qui s'appelle « Le son du sens ». C'est très intéressant parce qu'en fait, il part de l'idée, il s'intéresse vraiment à la rencontre entre jazz et littérature sur le plan de l'histoire des idées, c'est-à-dire comment en fait des créateurs partagent un certain nombre de ruptures créatives dans les révolutions modernistes que sont par exemple le surréalisme. Il y a tout un chapitre qui s'appelle « L'éros surréaliste et le jazz », qui est très intéressant et qui déconstruit en partie seulement les formulations ethnocentriques d'un certain nombre d'écrivains ou de poètes surréalistes. Alors, il se trouve que je suis en train de lire un autre livre que j'ai bientôt fini de lire, qui est un livre magnifique sur Suzanne Césaire, et dans lequel cette espèce d'ethnocentrisme des surréalistes et d'André Breton en particulier est beaucoup plus clairement marqué et beaucoup plus clairement décortiqué et dénoncé. Mais voilà, ça m'a intéressé aussi de lire de ce point de vue-là. Donc le livre n'est pas une recherche des inscriptions textuelles d'une influence musicale. Il le fait aussi, mais il y a une sorte de méfiance, et que moi je trouve extrêmement louable, vis-à-vis de l'idée. C'est un livre très, 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 très intéressant, et dans lequel moi j'ai appris aussi beaucoup de choses d'un point de vue même strictement d'histoire littéraire et d'histoire de la musique, on va dire d'histoire d'un certain modernisme au XXe siècle. C'est aussi peut-être par cet angle-là que moi je l'ai attaqué, ce livre-là.
Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, j'ai commencé une phrase et je me suis interrompu par des parenthèses, c'est un grand classique, mais je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc ce que je trouve intéressant, c'est que pour Yannick Saïté, il ne s'agit pas d'aller chercher principalement l'inscription textuelle, l'inscription dans les textes d'influence, de rythme, ou de manière un peu vague, de manière un peu générale. Quand il le fait de manière extrêmement précise, en allant chercher vraiment des convergences ou des connivences. Et puis sinon, il s'intéresse aussi en fait, oui, à une véritable intermédialité, c'est-à-dire comment des médiums différents, comment des écrivains, des poètes, etc., et des musiciens, musiciennes, etc., finalement, partagent ou s'influencent mutuellement dans des recherches qui sont des recherches, oui, révolutionnaires aussi du point de vue de la forme. Voilà, donc c'est paru en fait, aux presses universitaires de France, tout simplement, en 2010. C'est un livre qui est dédié à la mémoire de Philippe Soupeau et qui a un extrait de Paroles et musique de Samuel Beckett en exergue, donc en épigraphe. On voit bien une inscription dans le premier grand modernisme du XXe siècle. On va dire ça comme ça, le premier grand modernisme européen du XXe siècle. Voilà, comme je manque de temps, je parle un peu vite des livres, mais voilà, j'espère qu'on ne m'en tiendra pas rigueur. J'ai encore plein de choses, j'en ai encore combien? J'en ai encore 6. Voilà, c'est surtout des romans et des recueils de poèmes. Tiens, ce recueil de poèmes, acheté, je crois, en Irlande, je ne veux pas dire de bêtises, et c'est une poète galloise, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Bon, Samantha Wynne Readerch, je ne sais pas, j'aurais tendance à dire, et je crois qu'elle est galloise, et même si j'ai acheté le livre en Irlande, c'est un recueil de 2012, Banjo, qui notamment, il y a toute une première partie qui est liée au centenaire de l'arrivée du capitaine Scott au pôle Nord, donc c'est autour de ça, c'était en 1912, donc ça a été écrit pour ce centenaire. Et donc voilà, donc il y a tout cet aspect-là. Je ne sais plus très bien, j'avais marqué une page là, bon, je pense que le plus simple, c'est que je lise ce poème. Stuffed. This glass case is typical Hutchings. Bun feet, gilded strips, classic snarl, blood on the teeth. The recipe of choice in 19th century preservation was white arsenic, chalk and soap in equal parts. Seabirds best skinned through an incision under the wing to hide seepage. Polecats, stoats or otters, they'd all be wired to pounce, pins holding their coats in place. Mine's an ambush case, a fox peering over a ledge at the throat of a rabbit. It was fur I thought of at 4 a.m. one night last March, when a key turned in the glass-fronted cabin I'd rented for peace for a week in a forest. No curtains, better view. And as I hid behind the claw footbath, I heard, beating in my blood, a line from Conan Doyle, from the find to the kill, that I'd learned as a child under the monkey puzzle tree and the 2 men pawing at my door. Très beau poème de Samantha Wynne Readerch chez Picador en 2012. Et là, j'ai mon tac qui est en train de s'effondrer. Je ne sais pas ce que je fais. Je fais des innovations en fait. Oui, en fait, c'est le livre de Louisa May Alcott qui est trop étroit. Peu importe. Je ne sais plus ce que je disais. Alors, on continue. Bah oui, on continue. Tiens, je vais un peu changer le cadrage. Ça va, voilà. On va faire comme ça vous voyez plus de livres. Et ce livre-là, Arnaud Caminich. Et Arnaud Caminich, je vous ai parlé il y a 1 an ou 2, je l'avais acheté d'ailleurs à la librairie Les Saisons de Ustrinkata, son livre traduit en 2020 également chez Kidam Éditeur, également par Camille Lucher. Et donc là, c'est La Dernière Neige, hein, son dernier livre traduit en français, paru en 2021, donc également chez Kidam, également traduit par Camille Lucher. Et c'est, alors ça a été beaucoup... c'est même dans la 4e de couverture, c'est beaucoup ramené. Alors je vais faire dans la facilité, je vais faire pareil. Ce sont deux
hommes d'un certain âge, on va dire, ils ne sont pas réellement vieux, mais enfin, ils ne sont vraiment pas jeunes, qui tiennent la cabane d'un téléski dans une station, une toute petite station de ski, un peu oubliée, dans les Grisons suisses, hein, donc dans une région où l'on parle romanche. Et donc, moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez Arnaud Kamenisch, c'est que c'est traduit de l'allemand, mais que de toute évidence, le romanche joue un grand rôle. Et donc, il y a énormément de croisements de langue et d'inscriptions du romanche ou de variations aussi de l'allemand à l'intérieur du texte, donc certainement une gageure à traduire. Et donc ces deux personnages, ils attendent en fait de manière un peu répétitive des skieurs. Il n'y en a quasiment jamais, donc ils réparent un peu le téléski, il y a des pannes d'électricité, ils échangent, ils parlent de choses et d'autres, ils parlent de ce qui se passe dans le village. Mais voilà, et donc ils sont comparés dans la 4e de couverture à Vladimir et Estragon de Beckett, on y revient. Et bon, je ne trouve pas que la référence soit extrêmement... Voilà, elle donne une idée, ou peut-être qu'elle donne envie de lire le livre, et c'est certainement ce que cherche l'éditeur avec la 4e de couverture, mais je ne trouve pas cette référence extrêmement pertinente au fond. Mais voilà, je pense que Kamenisch, il fait autre chose que ça. Il fait autre chose que Beckett, et il fait à coup sûr autre chose que Beckett dans En attendant Godot. Est-ce que j'ai corné? Oui, tiens, j'ai corné une page. Alors on va aller direct à la page que j'ai cornée. Voilà, c'est ton tour sur le principe, dit Georg. Moi, dit Paul. Ah, on travaille donc à la chaîne ici, c'est un peu comme sur une galère, dis donc. Bon. Il grimpe sur l'échelle et se hisse sur le toit. Hop là, tout doux. Je sens que la pompe, allez, faudrait pas que j'y monte tous les jours ici, là-haut. Il prend la pelle des mains de Georg. La nuit dernière, il dit, la langue du glacier a cédé, ça s'est entendu dans toute la vallée. Le craquement que ça a fait, Claire m'a réveillé. Le glacier arrive, elle a dit. Et puis elle s'est blottie contre moi. Comme si un peu il nous restait que cette nuit-là à vivre, c'était bien bon. Il sourit pour lui-même. Et dans quelques années, quand on regardera là-haut, le beau glacier, il sera loin, furtibus. Pour toujours et à jamais disparu le grand réservoir. Et tout ce qui nous restera, ce sera tout au plus de raconter comment c'était avant. Le glacier relâche ses prisonniers, dit Georg en s'allumant une cigarette. Et oui, les morts rentrent au bercail, dit Paul en s'appuyant sur la pelle. Comme le Linus, ce gaillard avec son regard de chien doux comme tout, depuis que sa femme, la belle Frida, l'avait quitté pour partir à Paris avec ce botaniste des archives nationales de la plaine, on le voyait plus que dans les montagnes. À chaque occasion, il crapahutait jusqu'au glacier, comme sur une drôle d'impulsion, jusqu'à ce qu'un jour, il ne revienne plus du tout. Des jours durant, on a parcouru ce glacier comme une mer en le cherchant, en l'appelant. Mais qu'est-ce que tu crois, le glacier, ce fripon, il change sans cesse de visage. Le jour, il en dévore un. C'est pas de sitôt qu'il le rend, je te le dis. On a retrouvé ses lunettes d'aviateur et c'est tout. La seule chose qui restait de lui. Mais tu veux en faire quoi? Tu vas pas les déposer sur la tombe? Ça serait bizarre. C'est vrai, dit Georg, qui fume. Et quand sa belle Frida, après sa longue odyssée, une cralée d'années, est tout de même revenue à la maison, poursuit Paul, eh bien le Linus, il avait rejoint l'au-delà. Il lui restait les lunettes d'aviateur, au moins ça. Bon, bientôt, on va pouvoir l'enterrer propre en ordre, le Linus. Ouais, à mesure que le glacier se fait la malle, il rend les disparus. Le compte à rebours est lancé, dit Georg en jetant un œil à sa montre bracelet. Le grand jour arrive, nous sommes en place. Il descend du toit. « Achtung !» crie Paul. Et il jette la pelle dans la neige. Arnaud Kamenisch, La dernière neige, traduit par Camille Lucher. Alors, les autres livres que j'ai à vous présenter, il y a le deuxième roman de Abdulrazak Gurnah, Pilgrim's Way, qui est très riche à de nombreux égards sur les questions d'identité diasporique, je ne sais pas comment dire, voilà, de la migration des réfugiés, en l'occurrence, oui, les réfugiés tanzaniens en Angleterre, avec beaucoup de cricket aussi. Moi qui suis amateur de cricket, c'est un livre qui m'a plu aussi pour ça. Donc voilà, on retrouve, on trouve déjà, je ne sais pas comment dire, on retrouve, parce que je crois, oui, c'est son deuxième roman, ou le troisième peut-être, non, c'est peut-être le deuxième, juste après Memory of Departure, je suis censé savoir ça. Et donc celui-là, je ne l'avais jamais lu, en fait, il était un peu épuisé, donc évidemment, avec le prix Nobel à Gurnah, évidemment, ils ont tout ressorti en anglais, donc en anglais, tout est à nouveau disponible, et là, l'ensemble d'ailleurs, avec une unité dans les couvertures, là, ça fait une assez jolie collection en tout d'ailleurs.
En français, ça va sortir progressivement le temps de traduire chez De Noël. Et donc voilà, on trouve déjà l'écriture extrêmement ironique, vraiment extrêmement précise en termes des relations humaines, en termes de psychologie. Donc c'est un livre qui est très fort de ce point de vue-là. Le personnage, en fait, travaille dans un hôpital. Et il l'aide lors des opérations, donc il est assistant de chirurgie. Alors en fait, c'est lui qui nettoie, en fait. Il a une fonction extrêmement subalterne. En fait, c'est lui qui nettoie les instruments, c'est lui qui nettoie on ne dit pas les amphithéâtres, mais enfin, il nettoie les salles d'opération, voilà. Qu'il enlève le sang, tout ça, enfin tout voilà, donc il fait tout ça. Et bon, ça sert un peu aussi de métaphore. Et il y a une histoire d'amour qui finit par se constituer. Il a deux amis l'un est anglais et tient des propos systématiquement racistes, un peu provocateurs. Et l'autre, en fait, ne supporte pas ça, parce que l'autre, évidemment, se sent visé en permanence. Et donc, le personnage de Daoud, il est en permanence tiraillé entre ses deux amis, et il finit en fait par tomber amoureux d'une infirmière, et donc par sortir avec elle, par former un couple avec elle, et ça réveille un certain nombre d'autres problèmes psychologiques liés à son identité de réfugié, liés à sa perception du racisme en Angleterre. Et donc c'est un roman très très fort en fait sur peut-être, oui, dans la lignée un peu de W.E.B. Du Bois, de la double conscience des racisés. Alors, pas la double conscience ici des Afro-Américains, comme chez Du Bois, mais la double conscience des racisés, et des racisés qui sont aussi des immigrés ou des migrants de première génération. Donc c'est un livre qui date de 1989, je crois, 88, voilà, c'est un roman de 1988. J'ai écorné plein de pages, mais je ne sais pas très bien laquelle choisir, et comme on arrive à quasiment 1 heure de vidéo, c'est sans doute un peu vain d'essayer de lire un extrait de ça. J'avais dit que je bâclerai peut-être en partie cette vidéo. Gourna en fait les frais, mais il s'en remettra. Dans la série des livres, il y a 2 livres dont je ne vais pas parler parce que je ne veux pas les bâcler, je veux en parler un peu plus en détail. C'est Nora de Nwala Okana, dont j'ai déjà parlé dans mes live Twitch consacrés à Joyce, puisque Nwala Okana, grande écrivaine irlandaise contemporaine, il faut vraiment aller lire Nwala Okana. Elle a publié tous ses premiers livres sous son nom gaélique, Nwala ni Chonchouir, prononciation non garantie. Et puis le tout dernier livre aussi de Jaili Amadou Amal, Cœur du Sahel, et c'est pareil, je ne veux pas bâcler ça en 2 minutes parce que je ne suis pas en forme. Ce que je vais bâcler en 2 minutes, c'est le dernier livre, le second roman en fait, elle en a publié 2 en tout et pour tout. Donc le second roman, Nimbolombwe, How Beautiful We Were, qui était sorti l'année dernière, que je n'avais pas acheté, que j'ai acheté à Toulouse, justement, la semaine dernière, et que j'ai lu, j'ai fini de le lire hier, et je suis assez déçu par ce livre. Le premier livre de Imbolombwe, le premier roman de Imbolombwe, qui est sorti il y a 4 ou 5 ans, Behold the Dreamers, c'est un livre qui était très beau, par plein de côtés. J'avais trouvé qu'il y avait un peu des longueurs, mais bon, voilà, l'histoire était quand même intéressante, et Imbolombwe, c'est une Camerounaise anglophone, on l'ignore parfois, mais le Cameroun n'est pas un pays francophone au sens strict, c'est un pays post-colonial, et c'est un pays qui a une identité héritée de la colonisation par l'Allemagne. Donc il y a tout un lien aussi très ambigu avec l'Allemagne, il y a un lien très ambigu avec la France et avec la France-Afrique. Le Cameroun, il est quand même dirigé par un dictateur qui ne se maintient au pouvoir depuis 40 ans en multipliant les exactions que grâce au soutien de la France. Et alors Emmanuel Macron, comme soutien de Paul Biya, je ne sais pas s'il n'a pas fait pire que tous ses prédécesseurs. Donc voilà, donc le Cameroun est un État francophone, mais le français est une langue officielle, mais c'est une langue qui est aussi énormément associée à des instances néocoloniales, à la colonisation d'une part, mais aussi à des instances néocoloniales. Et le Cameroun a rejoint le Commonwealth il y a déjà, je crois, plus de 20 ans, parce qu'il y a toute une minorité anglophone, et cette minorité anglophone, elle est au cœur d'une guerre civile et d'une véritable répression de la part de l'État central et d'un État central qui est aux mains d'une ethnie, qui est l'ethnie du président. Donc il y a tout ce côté-là, et dans ce contexte-là, il y a donc cette jeune romancière camerounaise qui publie aux États-Unis des livres en anglais. Le premier avait beaucoup fait couler d'encre, donc Behold the Dreamers, et le deuxième aussi, il a été publié d'ailleurs simultanément dans la traduction française, que je n'ai pas vue, donc c'est How Beautiful We Were,
et je ne sais plus du tout quel est le titre français, mais c'est un peu éloigné quand même, c'est pas très littéral, et c'était sans doute pas très facile d'ailleurs de traduire littéralement comme nous étions beaux ou que nous étions beaux, avec en plus le masculin pluriel, donc c'était pas forcément idéal. Donc ce qui est le plus réussi dans ce livre-là, alors j'allais vous dire que j'ai été déçu, bah oui, je suis déçu par ce livre. Pourquoi? Alors d'abord parce que j'avais des grandes attentes sur ce livre, dont le pitch en quelque sorte, dont l'histoire principale, et qu'il s'agit du roman d'une communauté, d'un petit village, extrêmement éloigné de tout, extrêmement éloigné de la capitale. Ça se passe dans un pays africain fictionnel, mais bon, qui pourrait être le Cameroun, qui pourrait être le Nigeria, peu importe. Et donc là, cette communauté, elle est victime d'une multinationale pétrolière depuis plus de 40 ans, qui pollue l'eau, qui pollue les nappes phréatiques, à tel point que des enfants meurent, que toute une partie du village souffre de graves problèmes de santé, jusqu'à en mourir. Et donc ça c'est le point de départ, et donc c'est le combat de cette communauté pour essayer de faire reconnaître ses droits et pour essayer d'obtenir réparation, et surtout pour obtenir bien entendu que la pollution à grande échelle cesse. Donc c'était un peu le point de départ, et le roman traîne en longueur. Moi je trouve qu'elle tire sur la corde, tout va trop lentement, enfin ça ne fait que 350 pages, donc il y a des romans de 350 pages moi, que je lis sans aucune difficulté, enfin voilà, on est en un éclair. Mais là, vraiment, je me suis accroché, je me suis forcé à le finir, parce que bon, il se trouve que pour un certain nombre de raisons que j'ai évoquées plus tôt, les questions d'écologie, d'éco-critique, de décolonialisme, l'approche décoloniale des questions d'environnement, ce sont vraiment des choses sur lesquelles je travaille de plus en plus, dans ma spécialité en tant qu'africaniste. Donc, je vais beaucoup travailler sur tout ça dans les prochaines années, donc je me suis un peu forcé à le finir pour ça, mais c'est vraiment extrêmement longué, quoi. Enfin, ça reste bien écrit, il y a certaines pages qui sont très bien écrites, mais vraiment, il n'y a enfin, je sais pas, il n'y a pas de variation au niveau de... Il n'y a pas réellement de variation quand même dans l'écriture et dans la tonalité, donc ça participe sans doute de cette lassitude que j'ai ressentie. Et puis il y a des pages qui sont très belles, qui sont très astucieuses, c'est celles qui sont écrites par, et c'est une tendance qu'on voit maintenant dans quelques romans, il y a une série, les chapitres ne sont pas tous pris en charge par la même voie narrative, donc il y a plusieurs personnages différents qui racontent l'histoire. Bon, ça c'est relativement maintenant classique, voire même commun ou banal. Non, ce qu'il est un petit peu moins, mais qui n'est pas non plus propre uniquement à ce livre-là, c'est qu'il y a une série de chapitres qui sont racontés ensemble par un groupe d'enfants, et en fait d'enfants qui, au fur et à mesure du roman, deviennent ensuite des jeunes adultes, puis des adultes. Et donc il y a des chapitres avec cette espèce de voix collective. Le oui d'ailleurs du titre du roman rejoint cette narration collective. Donc ça c'est pas mal, et c'est peut-être même d'ailleurs les chapitres les plus intéressants en termes de regard aussi décolonial, post-colonial. Bon. Imbolombwe, How Beautiful We Were. Je crois que j'ai assez parlé comme ça, je suis assez crevé, et vous sans doute aussi, j'espère que vous avez fractionné. C'était Je range mon bureau numéro 89, et c'est fini. À bientôt.